Notre première entreprise du jour, c'est Lingua Custodia. Créée fin 2011, elle propose un outil digital de traduction linguistique pour les documents financiers. Avec nous sur le plateau ce matin, son président fondateur Olivier Debeny. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors présentez-nous brièvement le concept de Lingua Custodia. D'où vous est venue cette idée ? Merci. Donc moi, je suis un ancien professionnel de la finance. J'ai passé 18 ans et c'est pendant la crise de 2007-2008 que l'idée m'est venue parce que je me suis aperçu que mon équipe, qui était en charge des relations clients, passait facilement 10 à 15% de son temps à traduire pour les clients. On était dans un mode de communication de crise et comme dans le secteur financier, généralement tout le monde parle anglais et une autre langue, c'est tellement facile quand il y a quelque chose de très urgent à traduire de faire appel aux traducteurs financiers, aux professionnels de la finance. Du coup, l'idée et de dire bon, il y a toutes ces choses qui doivent de toute façon être traduites en interne, que ce soit pour répondre à des appels d'offres où il y a une urgence, pour faire des allers-retours entre généralement l'anglais et la langue du pays. L'idée, c'est de faire un outil de traduction automatique qui soit pertinent et qui fonctionne pour le secteur financier. De là est né Lingua Custodia. Alors, qui sont vos clients ? Parce qu'on voit bien le concept, mais ça s'adresse beaucoup au monde de la finance quand même. Nos clients sont exclusivement des institutions financières. Donc, on va travailler avec les différents secteurs du monde financier où on a des lexiques différents. Donc, on va travailler avec la gestion d'actifs, avec les brokers, avec les dépositaires. Mais on va également travailler avec les directions financières de grands groupes internationaux. À chaque fois qu'il va y avoir cette problématique en fait de traduction très technique, très urgente, et où parfois le coût est important, on va pouvoir intervenir. Parce qu'en fait, la traduction, c'est 3 niveaux. La traduction, il faut maîtriser le langage général, d'accord, ça c'est assez facile. Ensuite, il faut comprendre le domaine technique. Si vous demandez à un traducteur généraliste de traduire the SNB decided to depeg last week, s'il ne sait pas ce que c'est que la Banque nationale suisse et qu'il y a un peg entre le franc suisse et l'euro, ça va être difficile à traduire. Et enfin, le 3e niveau, c'est que veut le client. La traduction, c'est quelque chose de très subjectif. Les titres, les noms des systèmes, les noms des équipes, les noms des produits, tout ça sont très spécifiques à chaque institution financière. Un titre comme par exemple Global Head of Fixed Income peut être traduit par Global Head of Fixed Income, responsable mondial Fixed Income, responsable mondial des taux, responsable mondial des taux fixes. Chaque banque, chaque institution financière aura sa façon de le faire. Donc nos clients sont en effet toutes ces équipes, que ce soit des équipes commerciales, juridiques, réglementaires au sein de ces institutions. Mais votre outil parvient à justement à faire cette différence-là ? Est suffisamment pointu pour... Oui, en fait, on a choisi vraiment l'ultra spécialisation. Donc, on utilise du deep learning derrière et de la donnée linguistique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des moteurs de traduction automatique, donc un peu comme des Google Translate, mais uniquement pour l'un d'entre eux traduire des prospectus de fonds, un autre pour traduire des commentaires de gestion, un autre pour traduire de la recherche action. Ils auront toutes des terminologies différentes, de même que pour les rapports annuels de société ou les documents de référence où il y a une terminologie FRS très codifiée avec un vocabulaire très particulier. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir un outil qui va proposer des traductions très pertinentes et être particulièrement adapté à chaque domaine parce que la linguistique est quelque chose de très compliqué. Un mot comme hedge peut vouloir dire une couverture ou une haie, vous voyez. Donc et ça, il y en a des milliers des cas comme ça. Et aussi la langue évolue très rapidement. Dans l'intervenant précédent, on parlait du Brexit. Le terme Brexit n'existait pas il y a 7 ans. Mais la langue change tous les jours. Et alors, quelles sont les demandes les plus courantes de vos clients ? Donc, nos clients, on propose 3 niveaux de service. Un premier niveau de service qui est d'accéder à notre plateforme en ligne où les clients peuvent directement charger des documents entiers, que ce soit des PowerPoint, du Word, des PDF, obtenir immédiatement une proposition de traduction qui va conserver le format en ayant bien choisi le moteur de traduction sur étagère. Derrière, ça nécessite quand même... Alors derrière, ça nécessite une relecture, mais l'idée c'est qu'au plus le document va être normé et technique, au plus ça va aller assez vite. Le deuxième niveau de service, c'est lorsqu'on va construire un moteur sur mesure pour le client pour atteindre ce 3e niveau de langage, où on va prendre tout ce qu'il a traduit dans le passé et même sa langue cible, sa terminologie, pour entraîner un moteur de traduction automatique qui lui sera dédié. Affiner le moteur, oui. Et un 3e niveau de service, donc ça ce sont les cas où le client relie en interne. Et le 3e niveau de service, quand il ne relie pas en interne, nous on peut trouver quelqu'un qui va relire pour le client. Et en fait, ce que nos clients
compare, c'est la problématique qu'ils ont aujourd'hui. C'est aujourd'hui j'ai un texte très compliqué technique à traduire. Mon option c'est ok, je l'envoie, je vais l'externaliser à une agence de traduction, ça va prendre 3-4 jours, ça va coûter un certain coût, ça va revenir, je vais encore passer 3-4 heures à corriger. Versus obtenir une traduction immédiate pour 1/20 du coût externe et surtout, donc je l'ai tout de suite et je vais passer pas forcément beaucoup plus de temps à corriger, surtout quand on est dans du domaine normé. Et alors, est-ce qu'on peut avoir une idée, parce que là, effectivement, on se dit qu'il y a beaucoup de cas possibles, si vous travaillez en plus pour les sociétés cotées, parce qu'il me semble qu'il y a des documents réglementaires à traduire en permanence. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché ? Alors c'est un marché qui est en train d'apparaître parce que les nouvelles technologies basées sur des réseaux de neurones permettent vraiment d'atteindre un niveau de qualité qu'on ne pouvait pas encore obtenir il y a quelques années. Mais le marché de la traduction financière est très important. Vous allez avoir, que vous regardiez la gestion d'actifs, vous allez avoir le reporting réglementaire, tout ce qui est prospectus, KID, DC, etc. à traduire. Que tous les mois, pour être un peu plus didactique, tous les mois, les fonds sont contraints de faire un résumé de leur stratégie. Pour le reporting de fonds, par exemple. Ensuite, vous avez la recherche qui est produite tous les jours par les courtiers et qui va souvent être traduite. Sur des valeurs, sur des secteurs. C'est bien cela. Et puis ensuite, les dépositaires vont avoir des problématiques pour traduire tous les jours les notices d'opération sur titre, ce qui se produit avec les titres, qui doit être traduit également dans plusieurs langues. Et il ne faut pas se tromper là-dessus, parce que ça peut coûter très cher. À ce moment-là, ça couvre toutes les sociétés cotées. Oui, le potentiel. Exactement. Donc on n'a pas une idée précise du chiffre. Est-ce que la traduction dans le monde, c'est 50 milliards de dollars. Ouais. La traduction financière, alors en montant, peut facilement représenter 20% de ce montant. D'accord. Ça vous donne une idée de la taille du marché et ça augmente tous les jours. Tant plus que les institutions financières se doivent d'être de plus en plus transparentes vis-à-vis de leurs clients. Et pour être transparent, il n'y a rien de tel aussi que de communiquer en langue locale. Donc on est souvent sur des traductions anglais vers français, par exemple ? Alors dans chaque pays, généralement, ça va de l'anglais vers la langue locale et l'inversement. Donc si on est en France, ça va être généralement 90% du français-anglais et anglais-français. Si vous êtes en Allemagne, de l'allemand-anglais, etc. Et alors, est-ce que vous avez des concurrents directs sur ce segment et qu'est-ce qui vous différencie de vos éventuels concurrents ? Donc nous sommes la seule société à ce jour à avoir déjà été fondée par un non-tech et quelqu'un qui vient du métier, donc on est complètement spécialisé sur le secteur financier. Il existe des sociétés qui proposent des outils de traduction automatique, mais ils sont tous généralistes. Donc ça, c'est notre grand point de différenciation. Le fait aussi qu'on collecte de la donnée et qu'on soit aussi spécialisé par type de document nous permet aujourd'hui de travailler avec toutes les grandes institutions financières de la place. Et alors, comment sont constituées vos équipes ? On est plutôt sur des techniciens, sur des financiers, sur des traducteurs ? Alors pour faire ce qu'on fait, ça nécessite un mélange d'expertise. À la fois, il faut être bon en mathématiques, bon en langue, comprendre le machine learning et puis comprendre la finance. Donc on a rassemblé une équipe, qui comporte un peu tous ces éléments et on est une équipe d'une quinzaine de personnes aujourd'hui à ce stade. Et alors comment fonctionne votre modèle économique ? D'où tirez-vous les revenus pour le moment ? Donc la traduction, c'est quelque chose qui coûte assez cher sur le marché, qui est payé au mot, donc on se repose sur ce modèle-là également, sauf que globalement pour nos clients, nous ce qu'on vise, c'est leur faire économiser 40% de leur coût de traduction. C'est comme ça qu'on arrive. Ça va les intéresser. Et en plus d'être aussi beaucoup plus rapide. Et donc c'est sur cette base-là. On charge également au mot avec un modèle d'abonnement de façon à rendre ça très intéressant pour nos clients. Et alors le mode de financement jusqu'à présent, comment vous avez financé le développement de la société et pour la suite, comment vous envisagez de financer les relais de croissance ? Donc c'est une société qui est assez jeune parce qu'on est sur le marché que depuis fin 2014, début 2015. Donc on a fonctionné avec un mode de levée de fonds comme une start-up classique. On s'est rattaché à l'écosystème des fintech, ce qui pour nous est vraiment notre appartenance, notre cœur d'appartenance. On est un des membres fondateurs de l'association France FinTech en France. On est membre de Finance Innovation. Et en termes de développement, on a reçu une récompense récemment au Luxembourg et donc notre première installation à l'étranger qu'on est en train de préparer va être d'ouvrir un bureau au Luxembourg qui pour nous est un marché très très intéressant vu que tout le monde parle 3-4 langues là-bas et qu'il y a énormément de relecture qui se fait en interne et les processus de traduction et de
communication client pour l'industrie défense se fait beaucoup là-bas. Là, vous avez le financement nécessaire pour poursuivre le développement. Absolument. Et donc vous venez de nous le dire, parmi les relais de croissance, c'est le Luxembourg. Et le Luxembourg, il y a énormément d'institutions financières. Ah bah oui, vous allez avoir plus de 500 représentants là-bas, d'autant plus que beaucoup de banques asiatiques viennent passer leur siège au Luxembourg, ce qui est pour nous une façon aussi de rentrer au sein de ces institutions, parce qu'en termes linguistiques, on couvre aujourd'hui toutes les langues d'Europe de l'Ouest, plus le japonais et le chinois. On l'a développé à la base pour nos clients français. C'est extrêmement technique, le chinois financier et le japonais financier. C'est assez compliqué, je vous passe toutes les petites subtilités linguistiques. Vous voyez, au Japon, au Japon aujourd'hui, maintenant, on est dans l'an 1, vu qu'on a changé d'empereur. Donc, vous voyez, ça implique de changer aussi certaines choses au niveau des algos sur cet aspect-là. Mais le Luxembourg, pour nous, est une très belle opportunité pour vraiment nous développer complètement au sein de l'Europe et puis préparer l'étape d'après, vers 2020-2021, qui sera cette fois-ci d'aller vers l'Asie. D'aller vers l'Asie plutôt que les États-Unis, par exemple? Oui, parce qu'on sent là où il y a une complexité linguistique. Vous voyez, on a déjà des clients au Japon aujourd'hui, alors qu'on n'a pas de relais locaux, donc ça indique le besoin qu'il y a sur cet aspect linguistique. Une langue comme le chinois est très intéressante, même pour des acteurs européens, pour comprendre ce que peuvent produire les communiqués financiers des sociétés chinoises qui ne traduisent pas tout. Donc l'Asie, c'est la Chine pour vous en deuxième? Alors ça va être Japon, Chine. On se pose la question toujours, traditionnellement entre Hong Kong et Singapour derrière, sur quel va être le meilleur endroit. Et en Europe, hormis le Luxembourg, quels sont les marchés qui pourraient vous intéresser? Alors les gros marchés pour nous sont les gros marchés où il y a une industrie financière importante. Donc on va regarder l'Allemagne, l'Italie, le UK. Oui, alors Londres, c'est d'un point de vue linguistique. Vous voyez, nous on vise beaucoup les centres où en interne les gens traduisent et relisent beaucoup. En Angleterre, c'est un petit peu moins le cas. On a des clients aussi évidemment aujourd'hui en Grande-Bretagne, mais en termes d'implémentation, avec tout ce qui se passe en ce moment, pour l'instant, on pense que le Luxembourg nous permettra aussi de couvrir la Grande-Bretagne. Merci beaucoup Olivier Debenny. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de Lingua Custodia.